Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, c'est interview. J'ai le plaisir d'accueillir Émilie Marmion pour qu'elle nous parle de sa propre vision de la souveraineté intérieure et nous aide dans notre propre cheminement personnel. Émilie est une amoureuse des mots. Elle a toujours aimé écrire. Des lettres en guise de cadeaux, des poèmes, des scénettes de théâtre ou encore des articles sur son blog de course à pied. Elle a toujours beaucoup écrit, même dans le cadre professionnel, en rédigeant par exemple des portraits d'entrepreneurs, des sites web, etc. Elle crée, elle s'inspire aussi de ce qu'elle voit. En 2022, elle crée son entreprise et en toute logique dans le domaine de la rédaction et du conseil en communication. Elle a écrit aussi 2 livres. L'un est un guide pour s'installer dans le Loir-et-Cher, département dans lequel je réalise cette interview puisque Émilie et moi-même vivons dans ce département. Et puis il y a un récit personnel intitulé « En route pour mon rêve blanc ». Mais je ne vous en dis pas plus car c'est justement la réalisation de ce rêve qui a motivé l'invitation d'Émilie dans ce podcast. Pour finir, sur le site de l'Épicentre, on peut lire, et là je cite Émilie, « Rien n'est impossible. Il faut du courage et il faut se faire confiance dans la vie. C'est une question de volonté et de croire en soi. Il faut croire en ses rêves. N'importe qui peut atteindre son sommet. » Bonjour Émilie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci Christelle. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette présentation? Ah non, c'est très bien. C'est très, très bien et puis ça laisse un peu de mystère. La première question que j'aurais envie de te poser, Émilie, c'est d'où est-ce qu'elle te vient cette passion pour l'écriture? Ah! Alors passion pour l'écriture, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai moi-même découvert en fait, que j'avais une passion pour l'écriture. C'est-à-dire que c'est un ensemble de faits qui m'a amenée à réfléchir et comme tu l'as très bien expliqué dans mon portrait, à prendre conscience que finalement j'ai toujours écrit et que j'ai toujours aimé écrire. Mais sans mettre le mot passion vraiment là-dessus. En fait, c'était vraiment, quelque chose de je vais pas dire quelque chose d'inné, mais voilà, quand, j'avais envie, quand il y avait des pensées qui passaient, dans ma tête et que j'avais envie de les coucher sur papier, beh, je les couchais et ça s'est fait, en fait, progressivement, comme ça, en fait. La passion, elle était sous-jacente, mais je ne savais pas que c'était une passion. Je sais même pas si, en fait, je peux dire que c'est une passion aujourd'hui d'écrire. J'aime écrire, j'ai une facilité à écrire, mais est-ce que c'est une passion? Je sais pas. J'ai d'autres passions dans ma vie, qui m'animent. L'écriture, je sais pas si c'est vraiment une passion. Alors c'est quoi le mot que tu mettrais pour ta relation à l'écriture? Je dirais que c'est un moyen justement de peut-être de vider la tête. C'est un moyen de partager aussi. C'est vraiment un moyen de partager, c'est-à-dire que des choses que je peux voir, des moments que j'ai pu vivre, des rencontres que j'ai pu faire, je trouve que c'est important en fait que ça reste pas dans ma tête, mais que ça soit aussi, partagé aux autres parce que ce qui m'a enthousiasmée enthousiasmera forcément d'autres personnes derrière et je trouve que l'écriture, aujourd'hui on est vraiment dans l'ère du numérique, tu vois? Avec, vraiment voilà beaucoup de choses qu'on trouve sur le web, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images mais je trouve que le poids des mots aussi, ça amène autre chose, en fait. Ça amène peut-être des fois, parfois plus de rêverie, et ça a peut-être un impact un peu plus fort que l'image. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Je suis assez d'accord avec toi. Aussi, moi j'ai une passion pour l'écriture. Je trouve que des fois, le poids des mots par écrit est beaucoup plus intense que lorsqu'on regarde une vidéo, on a l'attention qui est perturbée par d'autres éléments.
Tu parlais de ce qui était dans ta tête. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers qui émergent de ton esprit et que tu vas coucher sur le papier? En fait, c'est vraiment en fonction de ce que je vis, en fonction de ce que je suis en train de faire. Tu vois? Enfin, quand je fais du sport, ça m'arrive, voilà, quand je fais du sport, en fait, je réfléchis à certaines choses. C'est là que j'arrive souvent à trouver mes idées, dans le cadre professionnel ou même personnel, sur la manière de dire les choses. Et souvent, en fait, cette manière pour les retenir, moi, j'ai pris l'habitude d'écrire. C'est aussi ça le truc. Et en fait, voilà, ça peut être vraiment des choses, hyper sérieuses, tu vois? Des présentations, de réunions, de discours, ça peut être un article de presse que j'ai à écrire, mais ça peut être aussi, j'étais me balader quelque part, j'ai trouvé ça, je trouvais que, je sais pas, le moment était beau, le paysage était beau et en fait, il y a tout de suite des mots qui me viennent en tête, et donc pour que ça reste, j'ai besoin d'écrire. Ça se manifeste plutôt comme ça, donc en fait, c'est un peu tout. Il y a pas vraiment, des sujets précis, parce qu'en fait, ça peut être hyper varié. Oui, donc c'est des sujets qui soit t'ont touché émotionnellement, soit c'est parce que bah, tu dois le faire, mais tu as trouvé un angle qui pour toi a du sens. Exactement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu écris? Est-ce qu'il y a des émotions particulières? Est-ce qu'il y a des pensées particulières qui te viennent? Mais il y a un côté libératoire, tu vois? Ce que je disais, voilà, il y a le côté vraiment libératoire d'à la fois de vider la tête, de déverser, donc il y a un sentiment vraiment, c'est un peu comme, tu vois, quand tu dois faire ton ménage chez toi, quoi. Tu en as de partout et puis à un moment donné, tu vas faire le ménage, tu fais le tri, tu ranges, bon, tu te sens un peu mieux, bah, c'est un peu la même chose, quoi. C'est une manière, vraiment de vider, libérer et puis il y a quand j'écris, des choses pour les autres, par exemple des articles de presse, ou quand je restitue des interviews ou, voilà, ou que je dois restituer des informations plus sérieuses sur, je sais pas, des informations sur, un site touristique ou une entreprise que j'ai été visiter, il y a une satisfaction. Une satisfaction, justement de transmettre à la fin qui revient en me disant: «Bon, en fait, voilà, je parle des autres, je parle d'un site, je parle de quelque chose, qui a son importance et j'aide à le faire connaître pour les autres» et donc ça, c'est un sentiment vraiment de, voilà, de satisfaction, important donc ça, ce qu'elle m'apporte, c'est de la gaieté finalement, de la joie, Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que ça donne du sens aussi à ta vie, tu as un sentiment d'utilité? carrément. Carrément. De toute façon, dans tous les jobs que j'ai pu occuper, ou que ce soit dans mes engagements associatifs aussi, j'ai toujours ce côté où j'ai envie que ça serve à quelqu'un d'autre, à d'autres en fait, que ça apporte quelque chose. Donc je suis toujours dans cette optique-là, tout le temps. Ça, c'est ma personnalité. Donc tu fais d'autres choses. Tu viens de dire que tu fais partie du monde associatif. Qu'est-ce que tu fais en particulier? Alors je fais tu vois, j'ai, le côté loisir où je fais moi du théâtre depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à faire du théâtre à 9 ans, tu vois? Donc ça, c'est vraiment, côté, loisir, associatif, mais voilà, ça fait, 20 ans que je suis dans la même troupe, même si je suis jeune, 20 ans que je suis dans la même troupe de théâtre, tu vois? Voilà, il y a de l'engagement associatif avec la course à pied aussi. Je suis dans une asso depuis longtemps et je m'occupe de la communication à titre bénévole pour eux et professionnelle aussi, maintenant pour un autre événement. Et puis, il y a, des engagements dans des associations, pour, les femmes. Voilà, je suis adhérente de plusieurs associations, du coup, féministes, comme le CIDFF, du coup en Loir-et-Cher, donc le Centre d'information des femmes et des familles. Voilà, donc j'étais dans la construction d'une société coopérative à un moment donné, enfin voilà, plein de choses différentes. Oui, donc en fait, tu cherches à servir aussi la collectivité. Oui, Tu as besoin de te mettre au service de. exactement. Est-ce que c'est dans cette optique-là que tu as décidé de créer ton entreprise après avoir été chargé de... alors, attends, l'expression exacte, c'est chargé du développement des services pour les TPE et les créateurs d'entreprises. Ouais, alors, pas du tout, c'est enfin
Il y a un petit peu de ça quand même, mais c'était pas, l'optique de servir la collectivité, c'était pas vraiment ça, hein, quand j'ai créé, mon entreprise. Parce que à ce moment précis de ma vie, j'avais besoin de changer de structure, j'avais besoin de changer de job et la communication, pas forcément l'écriture en plus, parce qu'à la base, c'était plutôt de la communication digitale pour les entreprises. Ça a été ma bouée de secours, ma porte de secours, on va dire, pour faire autre chose. Et donc c'était vraiment, tu vois, c'était pas un projet tourné vers les autres, mais c'était plutôt un projet pour moi et pour mon équilibre aussi, personnel et familial. Est-ce que c'est indiscret de te demander pourquoi ça... Parce que ce que j'entends, moi, c'est que c'est un peu vite, c'était presque vital de changer d'orientation. Carrément. Donc, est-ce que tu pourrais nous le partager? Bah, en fait, il s'est passé plein de choses, il s'est passé que, bah, on était, pas très loin de la période de covid, confinement, donc qui a remis quand même en cause pas mal de choses. À cette époque-là, mon compagnon, lui, il était à la maison, il ne travaillait pas, il était en chômage, partiel, hein. Il s'occupait de notre petite fille, et moi, j'ai cravaché comme une malade, avec mes collègues, puisqu'on s'occupait, des entreprises, voilà. Notre job, c'était d'accompagner les entreprises et donc, bah, cette période-là, on était cellule de crise téléphonique, mise en place de plans d'accompagnement pour, tous les entrepreneurs, donc on a beaucoup, beaucoup cravaché. Donc, il y a eu ça avec ce décalage du coup de mon compagnon qui était à la maison avec ma fille et qui, profitait du jardin, faisait plein d'activités et moi j'étais enfermée, du matin au soir du coup à cravacher, mais ce que j'adorais faire en fait, hein. J'ai pas du tout, enfin j'ai voilà, c'était aussi, ce je j'étais pris dans cette, énergie et de ce moment-là, hein. Donc il y a eu ça et puis il y a eu aussi, voilà, le fait que ça faisait 5 ans que j'étais, dans le même poste, que j'ai monté un projet avec un lieu qui, tournait bien. Il y a une routine qui commençait à vraiment s'installer et donc je tournais un peu en rond. Voilà, on m'a proposé d'autres missions, mais en fait, ça plus ça plus ça faisait beaucoup et trop de choses et il y avait vraiment une perte de sens dans ce que je faisais. Je n'arrivais pas à bien faire mon travail correctement parce que j'avais plusieurs missions, trop de missions, je pense. Et puis, il y a eu pas mal de bouleversements aussi en interne qui m'ont fait dire aussi que c'était plus, là que je devais être. En fait, c'était plus possible. Donc voilà, c'est un ensemble de paramètres et puis je pense aussi que mon expérience perso, en fait, qui est arrivé, juste un an auparavant, fait que aussi ça a conduit un cheminement et mon changement de personnalité aussi a été à la recherche de plus d'indépendance. Voilà et puis mon compagnon aussi changeait, était aussi en changement professionnel, donc il était en train d'opérer sa transition pro. En fait, du coup, voilà, on j'étais pris aussi peut-être, en fait, dans son énergie à lui et donc c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé de changer et en même temps que lui. En fait, c'est une concordance de plein de choses différentes. Oui, il faut être clair que 2020, entre autres, enfin tout ce qui s'est passé depuis 2020 a poussé pas mal de gens, et moi y compris, mon mari avec, à se poser beaucoup de questions et à se remettre en cause et à vouloir prendre d'autres orientations, c'est clair. Mais comme tu le dis très justement, les changements, c'est toujours multifactoriel et on va revenir justement sur ce sujet, personnel, parce que tu dis quelque chose de très important que j'ai cité tout à l'heure: «Rien n'est impossible, n'importe qui peut atteindre son sommet». On dit pas ce genre de choses de manière gratuite. C'est parce qu'on l'a expérimenté. Enfin, en tout cas, c'est ma vision des choses par rapport à ma propre expérience personnelle et en tant que coach. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton rêve blanc? Ah bah, là, on est vraiment dans le premier sens du terme, tu vois? Le rêve blanc et le sommet. Le sommet, c'est pas juste une expression pour moi parce qu'en fait, en juillet 2020, j'ai été au sommet du Mont Blanc Bravo. et donc ça, merci, merci, tu vois? 4 ans après, ça me paraît complètement toujours aussi dingue. Je me dis: «Mais est-ce que je serais capable de le refaire?» Bah oui, je l'ai fait une fois, donc je pense que je serais capable de le refaire, mais même si c'était dur, mais voilà, exactement. En fait, ça, c'était vraiment un rêve un peu fou, hein, que j'avais, qui est apparu au pareil, moi, voilà, je suis toujours partie en vacances l'été en montagne avec mes parents. En fait, on partout où tu t'élèves dans les Alpes, pardon, au bout d'un moment, tu vois le Mont Blanc
Et puis, en fait, au fur et à mesure, des années, je sais pas à partir de quand, je pense que ça devait être vers 17-18 ans où j'ai commencé à penser à chaque fois que j'allais randonner: «Putain, ça serait dingue d'être là-bas, un jour, ça serait dingue». Mais c'était vraiment cette expression: «Ça serait fou, ça serait dingue d'être là-bas». Et après, c'est arrivé, dans la vingtaine, c'est arrivé un peu comme un mantra où je me suis dit plusieurs fois, «Un jour, je ferai le Mont Blanc. Un jour, voilà, à 30 ans, je ferai le sommet du Mont Blanc». Mais enfin, je disais ça sans vraiment y croire, hein, Catherine, Christelle, pardon, excuse-moi. Je disais ça vraiment sans vraiment y croire. Et puis, il y avait quand même au fond de moi ce petit défi, personnel là qui brûlait. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Allez, c'est la bonne, c'est cette année». Et donc voilà. Je sais pas si tu veux qu'on en dise plus ou pas, ou tu veux me poser des questions? Ah mais oui, 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 parce que je pense que le sujet est très intéressant. C'est une idée de ce genre, quand ça germe, c'est là aussi pour nous apprendre quelque chose sur nous. Alors moi, j'ai envie de savoir, c'est quel est le déclic qui t'a conduit à passer à l'acte, c'est-à-dire à te préparer psychologiquement et physiquement pour y aller? Et comment tu as vécu cette expérience? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte? Il fait que ça commence comme ça vraiment l'histoire, c'est qu'en fait, j'y ai pensé quand même plusieurs fois, mais voilà, on se met tout un tas de barrières, plus ou moins justifiées. Il y a toujours enfin, il y a jamais de bon moment pour faire les choses, pour changer, voilà. Là, je sais pas, c'était un état d'esprit ce matin-là où je me suis dit: «Bon voilà, on» c'est vrai que tous les ans, tous les 2 ans, il y avait toujours un projet, tu sais, on a un projet, on peut avoir un projet immobilier, un projet, boulot personnel, un projet associatif, un projet bébé, un projet, voilà. Et donc là, en fait, il y avait un peu l'absence d'objectif dans cette année. Et le fait que, j'avais besoin vraiment de passer à autre chose. Et puis bon, ça commençait aussi à je pense au côté professionnel, ça commençait aussi un peu à moisir, on va dire ça comme ça, la situation. Mais j'adorais mon job et j'adorais mes collègues et la structure. Et vraiment, en fait, j'avais pas forcément envie d'en partir. Donc il a fallu que je me trouve un peu un objectif, tu vois? Et donc je me suis dit: «Allez, en fait, c'est cette année, on y va». Et après, par contre, ouais, c'est ça, il a fallu, trouver les moyens et aller jusqu'au bout, se motiver. Enfin, il y a aussi un truc, c'est que, bon, je suis assez quand même persévérante, mais comme pas mal de personnes, j'ai tendance à procrastiner sur certaines choses. Et j'ai pu avoir tendance à ne pas aller au bout de mes envies ou de mes idées. Tu vois? Enfin, faire l'ascension du Mont Blanc ou faire, je sais pas moi, un voyage au bout du monde ou changer de boulot, en fait, enfin, plein de choses, il y a plein de gens, en fait, qui se disent ça au quotidien, mais ils vont pas au bout des choses. Et bon, clairement, je pouvais être aussi dans cette catégorie de personnes aussi, ne pas aller au bout des choses. Alors je crois que c'est le mal de l'humanité, hein, la procrastination, hein? Ouais. Et donc voilà. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, là, si vraiment enfin, en fait, si là, tu as décidé de le faire, il va falloir vraiment mettre des moyens pour y arriver. Parce qu'il s'agit pas de retourner dans tes travers». Parce que voilà. Et donc d'où l'idée après de mettre en place tout un tas de mécanismes, une prépa, physique, une prépa mentale, de m'entourer des bonnes personnes. Je voulais pas non plus, en parler, tu vois? Je suis pas, ce genre de personnes qui font des défis et qui, vont chercher, tu vois, du sponsoring ou qui vont chercher à communiquer en masse en amont. C'était vraiment un projet personnel ou trouver une association, tu vois? Je suis toujours un peu, partagée sur les personnes qui, en fait, associent un défi personnel à une cause. Je me suis dit: «En fait, j'ai envie d'associer une cause ou des causes à mon truc, mais en fait, c'est avant tout un défi personnel». Et ça serait un peu, me mentir ou me trouver une justification d'y aller ou me voiler la face sur des choses. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'après, tu vois, j'ai donné une partie de la vente de mes livres, du coup, à une association, après coup. Mais en fait, voilà, je voulais pas, voilà, je voulais que ça reste vraiment mon projet à moi intime. Et je voulais me faire confiance, de A à Z, au fait, sur ce projet-là. Et donc ne pas non plus associer 36 000 personnes, je voulais pas me rajouter non plus une pression inutile.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu t'associes avec une association ou une cause, tu étais obligé d'y aller, alors qu'en fait, c'est avant tout une histoire entre toi et toi-même, justement, et de voir jusqu'où tu es capable d'aller. C'est ça. C'était dommage que tu passes à côté de cette super expérience qui me semble-t-il, parce que quand on s'est rencontrés en février dernier, moi j'ai eu vraiment le sentiment que ça avait complètement changé ta relation au travail, ta relation à toi-même, à la vie de manière générale, et que ça te permettait aujourd'hui d'être super créative et d'oser faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé faire. Ouais, ça débloquait quelque chose, ça c'est certain. C'est certain que ça débloquait quelque chose sur la confiance en soi. Je veux dire, une fois qu'on est capable d'avoir fait quelque chose comme ça, alors bon, c'est sûr en ce moment on parle tout, on parle beaucoup du jeune homme du coup qui a gravi l'Everest et qui en un an a réussi cet exploit formidable. Donc c'est sûr que le Mont Blanc ça peut paraître hyper banal à côté, mais moi de mon point de vue, voilà, quand on n'est pas, quand on a plus 20 ans, quand on, voilà, quand on a un job, une famille, qu'on n'est pas hyper sportif. Je suis sportive depuis toujours de fond, mais je ne suis pas dans la performance. J'ai jamais été performante en sport, j'ai jamais été sur les podiums ou des choses comme ça. Je suis pas hyper compète non plus, j'ai pas l'habitude de me faire mal non plus, c'est pas dans ma personnalité. En fait, avoir réussi ça, pour moi, quand même, c'est quand même, de mon point de vue à moi, c'est mon petit exploit à moi. De manière, voilà, je dis ça de manière très modeste, mais voilà, si je dis qu'aujourd'hui, 4 ans après, ça me paraît dingue et que je suis pas sûre de pouvoir y remonter, bah, je le pense vraiment. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, mais alors, c'est pas, tu vois, c'est pas le moment de ouais, j'ai gravi le sommet, ça y est, j'y suis arrivée. En fait, même si je serais pas arrivée en réalité jusqu'en haut du sommet, déjà le fait d'avoir décidé de faire ce rêve de fou, d'avoir fait toute la prépa et d'avoir fait déjà une partie du stage où ça te bouleverse tout ton quotidien. Enfin tu vas vivre pendant une semaine du coup en refuge avec tout le monde, tu marches avec des crampons sur des glaciers, j'avais jamais fait ça, jamais marché en cordée. Enfin, c'était tout un tas de bouleversements quand même. Bon, il faut en être conscient de ces bouleversements, mais c'est quand même, c'est pas rien, tu vois. Et donc, une fois que tu as vécu des expériences aussi différentes de ton quotidien, ou de ton milieu habituel, je pense que tu es forcément transformé. Tu peux pas revenir dans ta vie antérieure de la même manière. Donc, forcément qu'après, tu dis, si j'étais capable de faire ça, je peux oser plein d'autres choses finalement. Et donc, la gêne, la pudeur, la peur, le jugement, la peur du jugement, tu vois, ça, au fur et à mesure, j'en ai toujours, comme tout le monde, mais de moins en moins. De moins en moins, et puis quand elles se manifestent, tu as le pouvoir de leur dire, bon, c'est gentil d'être passé, mais je vais continuer quand même, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. T'as raison. À quel moment tu as eu le déclic? Enfin, je veux dire, c'était en 2020 ou avant pour faire le Mont Blanc? Alors, c'était en 2019, on était entre Noël et le jour de l'an. Le déclic de se dire c'est cette année que je vais le faire, ça a été ça, c'était vraiment un matin où j'étais partie courir toute seule. Donc, tu vois, tu es dans l'euphorie des fêtes. Moi, j'adore les fêtes en plus. Enfin, il y a des gens qui, voilà, qui aiment pas du coup cette période-là. Moi, j'adore cette période de fêtes. Mais l'entre-deux, là, du coup, ça permet aussi voilà, de te retrouver un petit peu de solitude, de faire son sport, machin, voilà, de réfléchir à tout ça. C'est vraiment ce matin-là. D'évacuer le foie gras aussi? Ouais, c'est ça, le foie gras, le vin, tu vois, des fois, t'es un peu lourde, quoi. Quand tu vas courir, tu transpires un peu d'alcool, etc. Et c'était vraiment là, c'était vraiment ce matin-là où j'ai décidé que. Et puis après, il a fallu mettre en route, quoi. Ta préparation, elle a pris combien de temps? 6 mois. Et tu l'as fait donc en 2020? Ouais, en fait, du coup, tu vois, on était décembre 2019. J'ai dit ça, j'en ai parlé assez rapidement à mon compagnon, tu vois, début janvier, quelque chose comme ça. Et puis j'ai commencé à mettre en route les choses du coup en janvier et ma prépa physique, ça devait être février, tu vois, pour juillet. Et Mont Blanc, ouais, En gros, quand toi tu prends une décision, tu vas direct. C'est maintenant. C'est ça que j'entends? bah, à ce moment-là, oui.
Ce qui est pas ma personnalité encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours, hein. Je suis pas quelqu'un qui prend des décisions de manière rapide. J'ai besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, pour pencher le pour, le contre, le et si et les tu vois, voilà. Je pense que je m'améliore là-dessus, mais c'est pas vraiment, ma personnalité. Mais là, c'était vraiment, voilà, pour ça, oui. Tu saurais expliquer comment ça se fait que pour le Mont Blanc, tu as été capable d'avoir un tel changement de comportement? Parce que, c'était quand même un projet que je mûrissais depuis l'adolescence, quoi, et que j'avais plus de 30 ans. Donc tu vois, c'est quand même, c'est pas un projet qui est venu du jour au lendemain ou en un an ou 2. Tiens, tu vois, comme des personnes qui veulent vivre à l'étranger ou des choses comme ça. C'est quand même quelque chose que, j'avais mûri et que j'avais en tête quand même depuis au moins 16-17 ans, tu vois? Et donc plus tôt, c'était peut-être pas le bon moment, plus jeune, pas assez d'argent, parce que ça coûte cher aussi quand même le Mont Blanc. Le job, ton quotidien, tu fais autre chose, enfin, tu vois? Et là, c'était vraiment, j'ai jugé que c'était le bon moment parce que, comme je disais tout à l'heure, absence d'objectifs ou de perspectives sur cette année, j'avais besoin de quelque chose et puis, ouais. Je saurais pas trop expliquer, mais je pense que oui, c'était quand même un projet à long terme, finalement. Souvent, c'est souvent comme ça pour beaucoup de gens. Il y a une maturation qui s'est faite de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Mmh. Et en fait, il y a un moment donné, c'est le bon moment et personne ne sait expliquer pourquoi, mais c'est là. Et en fait, à ce moment-là, on est capable de déplacer des montagnes. Donc, toi, tu l'as gravi, mais ça revient à la même chose. Une dernière question avant de terminer cette interview. Comment tu t'es préparé mentalement, psychologiquement à gravir le Mont Blanc? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, ce qui m'a aidée, c'est que tu as la passion de l'aventure. Je l'ai depuis longtemps. C'est-à-dire que je lis des livres d'aventuriers, d'explorateurs, ça, en fait, depuis que, tu vois, je suis ado. Et c'est vrai que, quand même, le fait d'avoir lu tous ces ouvrages ou des ouvrages de sportifs, de gens qui se dépassent, ça m'a déjà donné, en fait, des indications. Parce que, déjà, ils expliquent un peu dans leurs bouquins. Donc il y a un peu ça et puis, comme je suis aussi assez passionnée de sport, je vois bien ma mère, elle a fait des marathons, des choses comme ça, donc j'ai bien vu les plans d'entraînement en amont. Ma meilleure amie, elle est coach sportive, enfin elle était coach sportive, donc c'est pareil, en fait, j'ai quand même, été un petit peu dans ce milieu-là et donc je sais très bien, en fait, qu'on fait pas ça, enfin je sais très bien que de toute façon, il y a le physique, mais le mental, il compte énormément pour toutes ces choses-là et surtout pour un défi, enfin, pour faire quelque chose qui te dépasse et qui t'est aussi loin de ton quotidien ou de ta personnalité ou de tes capacités physiques, il faut aller puiser et je savais qu'il fallait aller puiser donc et puiser dans le mental. Je vois bien que les corps, en fait, sont capables de faire des choses dingues du moment qu'on sait utiliser son mental. Donc ça, c'était pour moi, c'était un fait dont j'étais consciente. Donc comment après je me suis préparée? Et ben, déjà, en fait, c'est de se pré c'est visionner, tu vois? Visionner le sommet, donc ça, je l'ai fait, tu vois? Chaque fois que j'allais, faire mes séances de natation, par exemple et ben, je me suis mis des chansons un peu en tête et puis je voyais, en fait, tu vois? Je voyais le sommet, je voyais les dernières pentes, je visualisais la difficulté, donc je me suis mis conditionnée, en fait, à, ce qui je me suis pas voilé la face, tu vois? Je me suis conditionnée à ce qu'il fasse froid, je me suis conditionnée à que ça soit dur, je me suis conditionnée au moment vraiment de démoralisation, je me suis conditionnée, à la promiscuité, je me suis conditionnée à l'avance à me dire: «Eh ben, en fait, pendant une semaine, tu vas pas beaucoup dormir parce que tu dors en collectivité, en refuge et qu'il y a des alpinistes qui partent à toute heure, qui reviennent», ça donc voilà. Voilà, tu vois, tout ça, j'ai décidé en fait de le déjà de l'accepter, toutes les contraintes, déjà se renseigner sur toutes les contraintes, donc en lisant beaucoup de blogs, aussi, d'autres récits en fait de personnes qui avaient fait l'ascension du Mont Blanc et d'accepter toutes ces choses-là pour que ça soit en fait, du superflu. Enfin, que ça ne me peine pas, mais voilà, que ça soit la normalité. Que la normalité du coup soit la normalité. Et après, tu vois, je me suis fait, mes petites boîtes, en fait. Je me suis créé des petites boîtes,
Donc tout à l'heure, je parlais de chansons, donc je me suis fait des playlists virtuelles. Donc en plus, moi, quand je fais du sport, tu vois, je j'écoute jamais de musique, je vais jamais courir avec la musique, ni en natation, ni en rien, j'aime bien être, libre, la nature et cetera. Donc en fait, je me suis constitué une liste un peu de musiques que j'adore et je me suis dit: «Bah, voilà, ces musiques-là, je les écouterai, dans ma tête en fait, ou je me les chanterai en tête, le moment venu». Et puis après, je me suis fait les boîtes à souvenirs, donc des boîtes à souvenirs, heureuses et aussi un peu malheureuses. Alors je m'explique. Les boîtes à souvenirs heureuses, en fait, c'est tout ce qui est leitmotiv, donc penser à des personnes ou penser à des moments, en fait, que j'ai pu, passer, voilà, qui m'ont rendue joyeuse pour que ça me donne de la force. Et pareil, dans les boîtes à souvenirs un peu malheureuses, alors c'est pas forcément malheureuse, mais c'est plutôt des moments que j'ai pu traverser qui pouvaient être difficiles, où j'étais face à de la difficulté, à de l'effort, physique ou mental, et donc me souvenir de ces moments par lesquels je suis passée, mais du coup, où je suis sortie de manière, plutôt victorieuse, tu vois? Donc l'accouchement, tu vois, par exemple, ça, c'est mon accouchement, c'était un exemple, que je me suis remémoré. Ça peut être, des moments un peu pénibles que j'ai pu avoir avec, des amis, des anciens amis, tu vois, des situations professionnelles, compliquées, conflictuelles, voilà, mais où il y a eu une issue à chaque fois, positive. Dire voilà, ça a été difficile, mais tu y es arrivé. Et donc voilà, et donc ça fait partie aussi de ma prépa, mentale aussi, derrière, d'accepter, ça je pense que c'est pour le côté accepter se faire mal. Tu vois, quand tu as fait ta semaine déjà, de stage, du coup de classe, tu as déjà fait plusieurs sommets, que là du coup tu as déjà fait la première journée en fait du Mont Blanc, tu as déjà fait la deuxième, et qu'il te reste en gros sur ta semaine, il te reste 4 heures, 3 heures du coup à gravir. Beh, c'est à ce moment, tu peux pas te dire: «J'arrête à ce moment-là», même si c'est là que c'est le plus dur et que tu as déjà toute la semaine dans les pattes et tout. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il fallait dégainer, en fait, toutes ces choses-là, que le mental, il prenne le pas, et ça a vraiment, mais vraiment marché. Tu t'es fait effectivement ta petite boîte à outils de préparation mentale et ce que j'ajouterais à cela, tu parles de la visualisation. C'est très intéressant les visualisations parce que notre cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on imagine et donc en fait, en faisant ça, tu t'es préparé. Tu l'as préparé au niveau physique et au niveau psychologique. Bravo. Merci. Bah, on a fini l'interview. Est-ce que tu voudrais ajouter, quelque chose avant de clôturer? Non, qu'est-ce que je pourrais rajouter, s'il y a quelque chose à rajouter, Tu n'avais pas un livre en préparation dont tu voulais parler? Si, ouais, alors si, ouais, justement, ouais, j'ai suite à l'aventure du Mont Blanc, finalement, j'ai écrit un livre, ce qui n'était pas du tout prévu. En fait, j'avais pris des notes, sur mon téléphone, tous les jours, en fait, tous les soirs, de cette semaine au Mont Blanc. J'écrivais un peu mes sensations, la météo, ce qu'on avait fait, les lieux où on avait été, les dénivelés et cetera, des anecdotes, et donc en fait, j'avais, pris des notes parce qu'en fait, je voulais avoir un souvenir pour moi. C'était vraiment, vraiment pour moi, hein, à la base. Et puis, finalement, une fois que je suis revenue à la maison de ça et quelques mois après, je me suis dit: «Tiens, il faudrait que je me remette un peu dans mes notes et que je les approfondisse parce que c'était un peu succinct, ou les remettre au propre». Et au moment, du coup, de les remettre au propre, j'ai commencé à rajouter des choses et puis je me suis dit: «En fait, bon, peut-être que ce que j'ai vécu là, ça peut être, intéressant de l'avoir pour ma fille, enfin de transmettre ça à ma fille plus tard, parce qu'elle aussi, elle va grandir, elle aussi, elle aura des moments, plus difficiles dans sa vie, et ça peut être du coup, quelque chose qui lui donne une perspective ou une voix ou quelque chose comme ça». Et puis en fait, en reprenant l'écriture, donc à la base, c'était vraiment écrire un récit de famille pour ma fille, peut-être mes futurs enfants, petits-enfants et cetera. Et une fois que j'ai fini de tout écrire, je me suis dit: «Mais en fait, ce que tu as mis, ça peut servir à plein de gens». C'est-à-dire que les fanats de montagne et qui ont toujours eu le rêve du Mont Blanc, et ben, finalement, ils vont complètement se retrouver dedans. Comme j'expliquais toute la phase amont de préparation de projet, finalement, je me suis retrouvée à faire ce que je faisais faire aux entrepreneurs, que j'aidais à monter une entreprise. Donc on reprend un peu les mêmes étapes et je me suis dit: «Bah tiens, ça peut aussi aider des gens qui ont envie de créer leur entreprise ou se lancer dans un projet de vie».
parce que tu as du budget, parce que tu as un aspect préparatoire, parce que tu as des étapes, parce qu'il faut passer au plan A, plan B, plan C, parce que voilà, le côté aussi ne pas se voiler la face, enfin voilà. Et donc à la fin, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que ça serait pas mal que je le publie, quoi». Et donc voilà, donc j'ai décidé de publier ce livre-là qui s'appelle En route pour mon rêve blanc, dans lequel je raconte, toute mon aventure, donc voilà, je te ferai passer le lien. Voilà, pour si les gens, pour Noël, ça peut être un beau cadeau Exactement. pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Émilie, je te remercie, c'était vraiment très intéressant de t'écouter, sur ton expérience, sur comment tu mènes ta vie finalement. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir, en parler à mon micro. Merci Christelle, merci pour ton invitation surtout. C'est la première fois que je fais ça. Bah, tu t'en sors très, très bien. Merci. Eh ben, chers auditeurs, je vous mettrai les liens que Émilie voudra me fournir par rapport à son livre et par rapport à son activité pour que vous puissiez la retrouver facilement. Bonne écoute à vous. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.